Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les députés guinéens planchent sur les conséquences économiques de l'épidémie Ebola. Selon les élus, le déficit budgétaire est estimé à 300 millions de dollars. Zoom sur l'initiative congolaise Givebox en fin d'édition. Elle permet aux acheteurs de fournitures scolaires de repartir avec un bonus, une aubaine pour de nombreuses familles en cette période de rentrée. Et puis Corentin Martins devient le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de Mauritanie. Il succède donc à son compatriote Patrice Neveu, limogé après l'élimination des Morabitoun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Alors que la Guinée doit faire face à une épidémie Ebola d'une intensité sans précédent, les députés ont repris leurs travaux à l'hémicycle pour le compte de la session budgétaire 2014-2015. La propagation du virus est une priorité sanitaire pour les élus de toutes tendances politiques confondues. En effet, la fièvre hémorragique pourrait avoir des conséquences directes sur l'économie du pays. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les travaux de la deuxième session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale se sont ouverts ce mercredi à Conakry sur fond de crise sanitaire. Essentiellement consacrée à l'examen du budget national 2014-2015, l'ouverture des travaux a largement été dominée par la gestion de l'épidémie d'Ebola, qui constitue une menace pour l'économie guinéenne, en croissance ces 3 dernières années. La fièvre hémorragique à virus Ebola vient aggraver cette évolution négative dont les conséquences sanitaires, économiques et par ricochet budgétaires sont très lourdes. Par exemple, par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice 2014, les recettes ont été en baisse de plus de 500 milliards de francs guinéens à date. Cette influence de l'épidémie d'Ebola sur la croissance économique risque de compromettre l'atteinte en termes de croissance de l'objectif de 3,5% du PIB initialement prévu par les autorités guinéennes. Le déficit budgétaire causé par Ebola est évalué à près de 300 millions de dollars, alors que le FMI estime, selon des statistiques, que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. À l'hémicycle, la riposte à Ebola fait l'unanimité chez les députés. La priorité de tout le monde aujourd'hui, de tous les Guinéens, c'est cette menace que constitue Ebola. Il faut qu'on taise nos divergences, qu'on se donne les mains pour éradiquer cette maladie. Non seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Parce que la Guinée ne sera jamais en sécurité tant que la maladie continue de se développer au Libéria et en Sierra Leone. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, tous les députés sont d'accord de s'investir de la même manière pour combattre Ebola, parce que Ebola ne fait aucune distinction entre les sensibilités politiques. Depuis l'installation des députés en début d'année, c'est l'une des rares questions qui remporte le consensus chez les parlementaires guinéens. Plusieurs ont profité de leurs vacances pour sensibiliser les populations de l'intérieur du pays sur le virus et les actions à entreprendre pour prévenir sa propagation. En Tanzanie, la parité homme-femme au cœur de la nouvelle constitution. Un texte a été transmis au président Jakaya Kikwete mercredi. Les 274 articles doivent encore être soumis au référendum. Il prévoit une égalité entre hommes et femmes dans toutes les fonctions électives, le droit de succession pour les femmes, notamment en matière foncière. Une loi qui viendrait rénover la constitution qui date de 1977. Le sommet régional pour lutter contre Boko Haram s'est achevé mardi à Niamey, capitale du Niger. Une rencontre au cours de laquelle le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le mouvement terroriste. La secte a déjà fait plus de 2500 victimes depuis le début de l'année 2014. Paul Dessingwe. Une force armée pour combattre une autre, mais terroriste celle-ci. À l'issue d'un sommet régional sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied une force régionale. Dotée de 700 soldats venus du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, cette force régionale aura pour mission première de combattre le groupe armé Boko Haram. Il y a donc là une volonté absolument importante, non simplement de régionaliser le conflit, mais d'en prendre la mesure et de mettre les moyens les plus adaptés pour éventuellement arriver à bout de Boko Haram.
Opérationnelle dès le 20 novembre 2014, la force régionale de lutte contre Boko Haram fait partie de la stratégie de lutte commune élaborée par les pays du bassin du lac Tchad. À peine créée, certains spécialistes s'interrogent sur la mise en place rapide de cette force régionale, ses moyens logistiques et sa capacité à vaincre Boko Haram, un groupe terroriste certes, mais lourdement armé. Boko Haram est en relation avec certaines milices, d'une certaine manière djihadistes, qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Donc 700 hommes, c'est ici un effet d'annonce absolument intéressant, mais 700 hommes, ça demeure relativement insuffisant. Il faut que les États, en fait, montent rapidement en gamme. On voit des signaux relativement clairs et très précis, à la fois sur le nombre d'hommes qui doit augmenter, sur les matériels, et sur tous les mécanismes de surveillance pour que Boko Haram sache en effet que l'adversaire est de taille et que l'adversaire est régional. Sinon, si ce n'est pas le cas, la régionalisation de la force risque effectivement ici d'être de très peu d'efficacité. En 5 ans, la secte islamique Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Selon certains observateurs, pour lutter efficacement contre Boko Haram, la communauté internationale et l'Afrique du Nord devraient participer à cette coalition. La Cour pénale internationale a donné la date de comparution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il devra se présenter devant les juges le 4 novembre 2014, même si la date reste provisoire. Pour rappel, les 4 charges de crimes contre l'humanité ont été retenues contre l'ancien dirigeant ivoirien. Le 12 juin dernier, la Chambre préliminaire a confirmé à la majorité les charges de meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution, des faits qui se seraient déroulés au cours des violences post-électorales 2010-2011. La rentrée scolaire a déjà commencé au Congo, mais elle n'est pas synonyme de fourniture. Pour autant, nombreux sont les parents qui attendent le dernier moment pour faire leurs courses. Cette année, pour lutter contre la hausse des prix de certains articles, l'initiative Givebox a été lancée. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, nous en dit plus. Depuis le 6 octobre dernier, les élèves congolais ont repris avec le chemin de l'école. Dans la plupart des marchés de la capitale congolaise, comme c'est le cas ici à Mongali, élèves et parents d'élèves complètent les fournitures scolaires. Cette année, la qualité des articles est jugée de bonne qualité par les acheteurs, mais les prix sont diversement appréciés. Ça va, les prix sont bien, pour les cahiers surtout. Et les livres sont plus chers. Tout devient cher. C'est difficile pour nous les parents. On ne peut pas. Par rapport à l'année dernière, le prix d'un livre est passé de 500 à 2000 francs CFA. Une surprise pour les acheteurs. Pour les vendeurs, la raison est simple. Les programmes ne sont pas les mêmes chaque année, d'où l'arrivée à chaque rentrée d'autres livres. Problème, les fournisseurs se font rares et les livres aussi. Nous avons toujours rupture des livres. Voilà pourquoi il y a des gens qui importent des livres ici. On voit bien des Congolais n'importent pas des livres. Ce n'est que des étrangers. Nous vendons par rapport au prix que nous achetons. Parce que nous sommes des commerçants. Un commerçant, quand il achète quelque chose, il faut qu'il puisse avoir aussi les bénéfices. Résultat, les acheteurs subissent la loi du marché. Pour pallier tant soit peu à ces difficultés, Madame Léo Kadi Bovi a lancé un projet à caractère social. Dénommé Givebox, il permet à chaque acheteur de repartir avec un bonus de fourniture scolaire. Nous sommes à Talangaï, plus au nord de Brazzaville. En 30 minutes, plus de 10 parents d'élèves se sont présentés au comptoir. J'ai acheté 3 mètres de tenue. J'ai eu un bonus de cahiers. J'ai eu des cahiers, 3 cahiers avec des stylos, y compris les règles. On m'a donné 2 bonus de cahiers de 298 pages. Une règle plus des stylos. Mais dans une ville de plus d'1 million d'habitants, cette initiative sociale est loin de toucher et satisfaire tout le monde. Comme l'année dernière, le Congo a décrété 2014 comme l'année de l'éducation, une priorité qui commence par l'acquisition des manuels et kits scolaires. Du sport pour terminer ce journal, la Mauritanie possède depuis quelques heures un nouveau sélectionneur national. C'est le Brestois Corentin Martins. Il vient diriger l'équipe nationale, les Mourabitounes, à une période délicate. Reportage de notre correspondant Mohamed Abdellahi Abé. Corentin Martins est désormais le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football en Mauritanie. Il succède à son compatriote Patrice Neveu, qui a été limogé après l'élimination des Mourabitounes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Il s'agit d'une première expérience pour les sélectionneurs français en Afrique et de nombreux défis à relever. Nous avons un projet sportif. Et ce projet sportif, comme vous savez, tous les projets sont installés souvent dans la durée. On ne peut pas, nous, on ne travaille pas dans le court terme, on travaille dans le moyen et long terme. C'est pourquoi, pour nous, il est question de ne pas arrêter le travail, de continuer cette dynamique qui fait qu'aujourd'hui la Mauritanie est devenue un pays de football. Au total, 4 candidatures avaient été soumises à la Fédération mauritanienne de football, mais à la dernière minute, c'est Corentin Martin qui a été choisi. Un choix que l'équipe dirigeante de la Fédération justifie par l'existence de son nouveau projet sportif. Un projet à travers lequel la formation à la base occupe une place importante. La formation à la base est primordiale pour nous. C'est pourquoi il faut faire la part des choses. Nous avons une académie nationale qui fonctionne avec un staff espagnol et qui va fonctionner dans la durée, qui est fonctionnelle en ce moment. Ça, c'est une chose. Et nous avons les équipes nationales d'une autre. Donc le tout, si vous voulez, il y a un nivellement par le bas. Et le tout, aujourd'hui, pour nous, le football est un tout. Donc la formation occupe une place prépondérante, en tout cas dans notre philosophie. Et vous allez voir que dans les années à venir, on parlera souvent de la Mauritanie. Le football en Mauritanie a connu une évolution non négligeable au cours des dernières années. L'élimination de Morabitoun lors de la CAN 2015 a été en revanche un échec. Avec la présence de l'ancien international français de 45 ans, des espoirs sont permis pour une remise en route du football mauritanien de haut niveau. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.